Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à l'épisode 2 de la série Watchmen. Alors, la qualité de l'épisode, j'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a du bon et du mauvais. Je trouve que, voilà, on n'est pas encore au top du game, on n'est pas encore vraiment dans quelque chose qui ressemble fondamentalement à Watchmen. Le problème, c'est qu'il y a trois intrigues différentes sur trois temporalités plus ou moins différentes et que, il y en a deux qui sont du Watchmen et une qui est le principal, qui n'est pas réellement Watchmen encore, je sais pas trop où ça va. Donc, on va en parler un peu plus tard parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la première théorie qui est clairement validée dans cet épisode. Donc voilà, c'est parti pour le moment. Théorie. Cette théorie m'a été soufflée par Sofiane du podcast Marvel Initiative, avec qui on a fait un épisode où on a parlé un peu de la série Watchmen à la fin. Et donc cette théorie, c'est que Jeremy Irons, qui joue donc supposément, si vous regardez la liste et les crédits, il joue Ozymandias ou Wade, donc le personnage qui est responsable de tout ce qui s'est passé dans Watchmen, serait en fait pas lui, mais serait Docteur Manhattan. Et là je me suis dit, c'est quand même bizarre, mais quand tu regardes cet épisode 2 avec ça en tête, c'est plus qu'évident. Donc il y a plein d'indices qui l'indiquent clairement, notamment le fait que la dernière phrase prononcée par Jeremy Irons dans cet épisode, Nothing ever ends. c'est la dernière phrase prononcée par Dr Manhattan dans les comics Watchmen. Nothing ever ends. Le fait que quand tu quittes Dr Manhattan dans les Watchmen, il dit qu'il va partir très très loin et il va essayer de construire des humains. But you'd regained interest in human life. Yes, I have. I think perhaps I'll create some. Ça risque de l'amuser. Et là, on voit que ce personnage a une espèce de groupe de sbires qui se ressemblent tous, donc ce serait clairement des créations de Dr Manhattan. Au-delà de ça, il y a le fait que clairement la pièce qu'il met en scène, c'est son histoire à lui, donc il y a beaucoup d'indices comme ça, et en plus de ça, dans les autres parties de l'épisode, les personnages parlent de Dr Manhattan en insistant justement sur le fait qu'il ne serait pas capable de se déguiser en quelqu'un d'autre, et qu'il est sur Mars, enfin bref, ils insistent sur des points qui justement, une fois que tu t'es dit, non, en fait, c'est lui, oui, tout l'épisode vraiment indique que oui, en fait, Jeremy Irons serait le docteur Manhattan qui aurait pris l'apparence d'Ozymandias vieux pour je sais pas quoi faire. En fait, c'est un peu ça le problème. On sait pas trop pourquoi il est là, pourquoi il ferait ça, mais en tout cas, c'est clair que c'est lui. Donc voilà, je suis plutôt content de pouvoir confirmer cette première théorie quasiment à partir du deuxième épisode. On va voir où ça nous mène. Je sais pas encore exactement ce que c'est supposé vouloir raconter et comment cette partie-là de l'histoire va donc rejoindre un peu tout le reste. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de maintenant, il faut considérer que ce personnage qui est crédité sur IMDb, par exemple, comme Ozymandias, est en fait le Docteur Manhattan. Donc qu'est-ce qu'il est devenu du vrai Ozymandias? Je ne sais pas, écoutez. Donc ça c'était pour la grosse première théorie. Sinon, entre-temps, moi j'ai relu tous les comics Watchmen, et donc c'est cool, ça m'a remis en tête un peu tout ça. Donc fatalement, t'abordes la série avec un peu plus de précision que ce que j'avais fait sur le premier épisode. Alors, comme je disais, le problème de cette série pour le moment, c'est que je trouve que les deux intrigues qui sont un peu liées à Watchmen, donc Ozymandias dans son château, qui est en fait Dr Manhattan, et la série télé qui diffuse American Hero, je crois que ça s'appelle, donc sur les Minutemen, ça c'est sûr que oui, quand t'es baigné dans Watchmen, clairement, ça te parle de Watchmen et ça te raconte même des événements de Watchmen. Donc la création de Dr Manhattan d'un côté et la première apparition d'un justicier masqué aux États-Unis avec le juge masqué dans cette espèce d'attaque dans la supérette, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, ça rappelle Watchmen. Je sais pas encore trop comment ça va être traité et comment ça va rejoindre l'intrigue principale, parce que l'intrigue principale, pour le moment, je vois toujours pas vraiment le lien avec Watchmen, en fait. Mais avant de parler de cette intrigue principale, je vais quand même parler rapidement de la petite série, donc Minutemen, qui te raconte la genèse de ce groupe, et notamment par le juge masqué. Alors c'est un choix particulier d'avoir fait du narrateur de cette série, donc c'est une série fictive, c'est une série de la série, quoi, mise en abîme, tout ça. Donc le narrateur, c'est le juge masqué en voix off. Alors évidemment, ça fait vraiment écho au journal de Rorschach, et on a l'impression que les auteurs de cette série, dans le monde Watchmen, ont lu le journal de Rorschach, pour quasiment s'inspirer de sa manière de parler et tout ça. Après, on va voir comment il le traite. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse avec cette série, c'est de me dire que on va considérer que c'est pas la réalité, que c'est vraiment une fiction qui est supposée raconter des événements dont personne ne connaît réellement les tenants et les aboutissants. Parce que le juge masqué, quand vous lisez Watchmen et que vous lisez par exemple les appendices, qui sont les chapitres du livre de Hollis, le premier hibou, on comprend bien que ce juge masqué, personne n'a d'informations sur qui il était. Il a disparu du jour au lendemain. Il y a une théorie qui dit que c'est peut-être le mec qu'on avait retrouvé mort dans la rivière, mais rien n'est sûr. Et donc le fait de faire une série en lui donnant la voix off, vraiment en disant que c'est lui qui narre, c'est un peu une espèce de licence poétique où la série s'autorise à se dire je me mets dans un personnage et je vais vraiment narrer un truc, mais c'est pas basé sur des faits réels, quoi. On sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc
C'est intéressant, ça va nous permettre d'explorer un peu la psyché d'un personnage qu'on connaît très très peu finalement dans les Watchmen, mais qui est assez fascinant. Donc ce ne sera pas forcément à prendre au premier degré dans la série en disant c'est comme ça que c'est passé, mais je trouve que c'est un parti pris intéressant, et je trouve le phrasé de ce personnage assez bizarre. À un moment il parle, t'as l'impression qu'il parle pas du tout comme quelqu'un des années 40, et je trouve ça étrange, mais peut-être que ça va gagner en sens avec le futur, quoi. On va voir. C'est vrai que cette partie-là, en tant que fan de Watchmen, elle fait vraiment plaisir parce que c'était un peu ce qui manquait dans le film de Snyder. Il y avait le générique qui était très bien, mais réussir à visualiser comment s'est passée cette création des Minutemen, donc là d'avoir la première intervention du juge masqué, c'est vraiment jouissif. Et là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Donc maintenant, on va attaquer le gros de la série, la partie centrale, avec le personnage d'Angelina, je crois, donc qui est flic et qui se masque, parce que voilà, les flics se masquent, tout ça, qui vont plus ou moins enquêter sur la mort, la pendaison du chef de la police, avec ce mec en chaise roulante qui est retrouvé à côté de l'arbre, avec Angela, je crois, hein. Enfin, je vais me planter, je suis navré. Et donc, qu'elle ramène chez elle pour l'interroger, et qu'elle ne livre pas à la police parce que, je sais pas, il y a un espèce de pressentiment bizarre. Avant de parler de tout ce que ça voudrait dire et de vers où je pense que ça pourrait aller, je vais déjà dire que je trouve que visuellement, cet épisode a vraiment fait un effort de se calquer sur le comics Watchmen. Vous ferez attention, il y a énormément de transitions entre différents lieux ou entre différentes temporalités qui sont vraiment fidèles à l'esprit des transitions dans Watchmen. C'est-à-dire qu'on a souvent des plans qui se ressemblent, il y a une transition visuelle sur la composition du cadre qui vraiment fait qu'on passe d'un endroit à un autre ou d'une époque à une autre pour vraiment, à la lecture, c'est vraiment évident de voir ça. Et là, dans cet épisode, je trouve qu'ils ont essayé de créer cet esprit transition de comic books qui fonctionne vraiment plutôt bien. Alors après, les séquences en elles-mêmes sont découpées de manière assez classique, à l'image d'une série télé, quoi, mais la transition entre chaque séquence, vous ferez attention, il y a vraiment cet esprit comic books qui a essayé d'être créé sur le fait de réussir à composer des plans qui vont rappeler le plan qui vient d'arriver juste avant. Je vous donne quelques exemples dans cette vidéo, avec un petit montage, voilà. C'est très sommaire, mais ça permet déjà de rendre un peu hommage visuellement à la série, sans faire de la citation bête et méchante, ou de se calquer sur un esprit comic books pur et dur. Non, mais il y a l'esprit de réussir à avoir cette fluidité de narration visuelle qu'avait ce comics Watchmen qui est vraiment grandiose. Et donc je trouve ça bien d'avoir réussi à rendre hommage à ça tout en gardant sa propre identité sur l'ensemble de l'épisode. Mais donc après cette partie, qu'est-ce qu'elle veut dire, vers où on va? J'avoue que j'ai beaucoup de mal. Là franchement on a très très peu d'informations, et ce que je trouve dommage en fait c'est que j'ai pas pris le temps d'apprécier ces personnages et de comprendre réellement pourquoi je m'intéresse à eux. Donc cette flic qui trouve ce mec en chaise roulante, j'ai du mal à saisir pourquoi dès le départ elle sent que ce mec là faut qu'elle l'interroge à part. Alors je comprends parce que on sent que les flics ils sont très border et que c'est pas forcément des gens très très nobles, hein. Voilà, l'interrogatoire dans le premier épisode était clairement assez intense, et ça te donnait pas envie de te faire interroger par des flics. Et en plus après on voit les méthodes qu'ils utilisent dans cet épisode là, où ils vont tout faire pour faire quasiment une ratonnade dans cette espèce de bastion de suprémacistes blancs avec la statue de Nixon, où ils les provoquent jusqu'à ce que enfin ils aient une espèce de vieille raison légitime de les attaquer. Donc on comprend qu'elle est flic certes, mais que les flics apparemment elle leur fait pas tant confiance que ça, au point de ne pas vouloir que le mec soit interrogé par les flics, et elle préfère le garder avec elle. Alors fatalement ce mec là il est ultra bizarre comme perso, c'est donc le gamin qu'on a vu à la tuerie de Tulsa. Donc on a son rapport avec son père qui a ramené ce tract d'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses, à réussir à faire un lien dans tout ça pour nous amener maintenant au personnage d'Angela ou Angelina, qui est donc sa petite fille. Waouh, je vois pas vraiment vers où on va et comment on en est arrivé là, comment elle l'a senti que c'était ça. Et parce qu'on connaît rien de ce perso finalement, on connaît très peu de choses de ce personnage, et c'est peut-être ce qui me dérange, c'est que pour le moment les persos j'ai beaucoup de mal à m'attacher à eux, à essayer de vraiment de m'investir dans leur parcours, et donc il y a énormément de mystères autour d'eux, mais j'avoue que j'ai un peu de mal, et là on ressent l'écriture de Damien Lindelof, qui est vraiment l'homme qui maîtrise une certaine distillation du mystère dans ces séries, et donc là voilà, je sens que je vais regarder la série plus pour essayer de comprendre ce que je regarde, que pour apprécier mon visionnage. Enfin vous voyez, c'est quand même un registre particulier de regarder une série en se disant je regarde pour essayer de comprendre, plutôt que de regarder parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à ce personnage. Et là, vraiment, je suis plus dans l'espèce de déchiffrage, je suis dans un brouillard et j'ai envie d'y voir plus clair, que d'être dans une espèce de ligne où je me dis ouais, putain, il va se passer des trucs, qu'est-ce qui va arriver à ce personnage, quoi. Et donc c'est assez problématique, j'aime pas vraiment les séries qui se passent comme ça, mine de rien. Je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver, et pour le moment, ça balance beaucoup trop du côté du mystère. Donc voilà, ce perso de vieux en chaise roulante, il est beaucoup trop particulier. Il ne donne aucune réponse aux questions qu'on lui pose, il est hyper nébuleux, et il s'évade avec un truc qui attrape sa voiture, enfin c'est démesuré. Je comprends pas du tout
qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il a fait. Alors si c'est peut-être un espèce d'Ozymandias bis, un mec qui a planifié toute sa vie ce qui va se passer dans cette série, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, hein. Vraiment c'est un mec qui a vu et qui a vécu beaucoup de choses, notamment des problèmes raciaux, et qui est en train à la jeunesse de quelque chose et qui va provoquer un événement qui à mon avis va être la fin de cette première saison. Je pense qu'on tend vers un peu ce qu'Ozymandias avait fait à la fin de Watchmen, qui est un événement qui est un espèce de truc, une manigance, enfin quelque chose qui va changer le monde, ou faire changer les mentalités, mais qui sera orchestré de toutes pièces par quelqu'un. Et je pense que c'est cette personne qui a tout orchestré, et que Angela, ou Angelina, je ne sais toujours pas son nom, va se retrouver plus ou moins à enquêter sur tout ça, et à devoir faire le choix de soit révéler la vérité et causer du tort, ou soit garder ça pour elle et laisser le monde changer, quoi. Enfin, voilà, à mon avis, c'est vers ça qu'ils vont s'orienter, cette espèce de miroir avec Watchmen. C'est vers ça qu'on va avoir une référence à Watchmen. Parce que c'est vrai que dans les thématiques, pour le moment, à part le fait qu'on est dans le même univers, et donc fatalement qu'il y a des petites évolutions, voilà, Robert Redford, président depuis 30 ans, ce genre de choses, c'est des choses qui étaient en fait annoncées à la fin de Watchmen. J'avais pas fait attention, mais il y avait une petite couverture de journal qui présentait ça, qui disait Robert Redford peut-être va se présenter à la candidature en 1988. Donc voilà, on est dans la continuité de l'univers, les calamars qui tombent du ciel, qui sont évidemment un lien avec la créature qui apparaissait à la fin du comics dans New York. Voilà, il y a des liens, mais pour le moment, j'avoue que thématiquement, vu qu'on est sur un problème radicalement différent qui est ces conflits raciaux, je vois pas encore vers quoi Watchmen a vraiment sa place là-dedans, quoi. À part évidemment les deux parties dont j'ai parlé au début, qui sont quasiment des explications de Watchmen ou des rappels de Watchmen. Mais la colonne vertébrale de la série, j'ai encore un peu de mal. Et en fait, j'arrive pas à comprendre l'univers encore. C'est ça qui me perturbe. C'est que j'arrive pas à comprendre l'univers, j'arrive pas à comprendre réellement si ces problèmes raciaux sont liés au quotidien, comment se passe le quotidien des gens dans ce monde-là, comment est le monde géopolitique, par exemple, comment se déroule la confrontation avec la Russie, parce qu'à la fin de Watchmen, on est supposé être dans un monde unifié, pacifié, c'est un peu le rêve d'Ozymandias. Est-ce que ça a vraiment marché ou pas? J'ai pas de réponse. Là, il y a un personnage communiste, par exemple, mais je sais pas s'il est bien accepté ou pas. Tu vois, il s'habille en rouge, il est encore hyper vindicatif de son esprit politique. Donc, je trouve ça particulier, j'ai pas assez d'informations sur le monde et même le quotidien des gens dans ce monde-là, pour réellement réussir à être investi dans les conflits qu'on nous présente. Voilà, je trouve que c'est un peu ce qui manque. Il y a trop de mystères, les personnages sont pas encore vraiment amenés, et le monde n'est pas encore assez distillé. Là, je trouve que le mystère prend trop de place à l'heure actuelle, et donc c'est pour ça que je regrette un peu que cet épisode soit pas extraordinaire là-dessus, quoi. Je trouve qu'il pose plus de questions et il donne très très peu d'infos sur quoi que ce soit. Et pour rentrer dans une série, c'est quand même important de savoir vers où on va et dans quel monde on se situe. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur Watchmen épisode 2, j'ai hâte de voir la suite. Je vous conseille vraiment de vous refaire Watchmen pour regarder cette série, là ça m'a fait tellement de bien de tout relire. J'ai aussi regardé les graphiques comics, c'est sur YouTube, si vous parlez anglais c'est en VO, c'est accessible, vous tapez Watchmen Motion Comics ou je sais pas quoi, enfin c'est les comics animés, et c'est vraiment super agréable, ça dure 5h30, donc vous avez tout Watchmen sauf les appendices, et les appendices sont ultra importants dans Watchmen. Mais bon, si jamais vous avez le bouquin, vous pouvez regarder le graphique comics et après lire les appendices. Et franchement, c'est super agréable pour redécouvrir Watchmen de manière ultra dense et complète. Et c'est vrai qu'en fait, la version de Snyder, il passe vraiment à côté d'énormément de choses, mine de rien. En fait, je pensais que c'était vraiment fidèle, mais il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, et même sur des choses ultra importantes qui racontent vraiment beaucoup. Et donc, si vous avez que le film en tête, franchement, c'est un peu dommage. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à découvrir le comics si c'est pas le cas. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite review de l'épisode 2. On se retrouve pour l'épisode 3. Je sais, je suis dans un décor pas terrible, c'est vraiment un fait à l'arrache, mais j'avais envie de la faire, et j'avais pas envie d'attendre trop longtemps, parce qu'il y a un moment où, voilà, quoi, j'avais envie d'en parler, et là, j'ai pas les moyens de le faire dans un autre décor, donc c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, bon, voilà, bref, on va passer à autre chose. Kiffez votre life, et d'ici la prochaine, bonne toile!